Constituée maintenant depuis un peu plus de 3 ans, la commission Psychopéda s'est en fait mis en place à l'occasion dramatiquement finalement de la suppression des postes des personnels éducation nationale dans les CNPP. Voilà, ça a été un petit peu le moteur de cette initiative, comme vous pouvez bien le comprendre finalement. Alors, elle a à cœur, en fait, essentiellement de promouvoir et de soutenir la lisibilité, finalement, de cette alliance du soin et de la pédagogie, qui est un peu à l'origine, dès 1946, de la création du premier CNPP. Alors, si je l'évoque, c'est parce qu'on a tous à l'esprit ce qui a frappé le centre Claude Bernard il y a quelque temps maintenant, avec aussi la reprise du poste du directeur pédagogique et administratif de cet établissement. Nous avons donc d'ailleurs, avec un grand plaisir, accueilli au sein de la commission psychopédagogie le nouveau directeur qui n'est pas éducation nationale, qui n'est pas d'ailleurs présent aujourd'hui, mais qui participe à la commission psychopédagogie. Voilà. Donc le premier chantier de la commission a concerné un état des lieux national. Vous avez certainement été informé de ce travail-là. Pour tenter de savoir ce qu'il en était en fait au présent de cette consultation pluridisciplinaire au plus près du sujet, spécialité originale donc des CNPP. Les résultats non exhaustifs ont été rendus publics lors de la première journée qui s'est déroulée dans ces murs d'ailleurs et qui s'appelait à l'époque les CNPP hors les murs. La commission a également travaillé à un séminaire autour du rapport au savoir qui a été réservé cette fois-ci à ses membres et pour lequel Daniel Calin a apporté son concours. Simultanément à l'organisation de cette deuxième journée auquel vous participez, la préparation d'une nouvelle enquête nationale qui ne concernera pas uniquement la psychopédagogie cette fois est en cours. Elle sera bientôt de toute façon diffusée dans les établissements et nous espérons avoir un peu plus de retours, même si à la première enquête, il y avait déjà eu 170 établissements qui avaient répondu, ce qui faisait largement un bon tiers des établissements nationaux. La commission fonctionne en gros au rythme d'une rencontre tous les 2 mois. Vous allez voir pourquoi je précise tout ça. Dans les locaux de l'AFD CNPP rue de Romainville à Paris et le lundi pour faciliter un peu la présence des collègues de province. Alors, si vous souhaitez intégrer la commission, n'hésitez pas. Nous travaillons dans un climat extrêmement chaleureux et convivial. Vous serez accueillis de cette façon-là. On a vraiment envie, tous les membres de la commission, et nous sommes nombreux là aujourd'hui à être présents, à de toute façon avoir envie et besoin aussi d'un plus grand nombre pour pouvoir partager et échanger et, on va dire, enrichir notre réflexion. Alors, concernant plus précisément le contenu de cette journée, vous conviendrez avec moi que l'intitulé des CNPP d'hier et aujourd'hui est extrêmement explicite. Nous avons voulu, en nous appuyant sur la richesse de notre héritage conceptuel, explorer les pratiques diverses de la psychopédagogie en montrant qu'elle reste ouverte et en dialogue avec les autres approches. Alors je remercie ici tous les professionnels intervenants sans qui cette journée ne pourrait exister. J'ai trouvé une phrase d'Albert Camus à laquelle j'ai été très sensible et qui dit « La vraie générosité de l'avenir, avec l'avenir, c'est de tout donner au présent ». Pour moi, cette phrase reflète bien ce qui se vit au quotidien dans les CNPP en termes d'engagement et de don de soi des équipes qui donnent tout au présent. Elle reflète bien aussi, pour moi, ce que chacun d'entre nous, intervenant ou non, aujourd'hui, en partage et en participant à cette deuxième journée de la psychopédagogie apporte. Alors merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Ils ont retiré les postes de psychopédagogue du CNPP Claude Bernard. Cette annonce, l'année dernière, m'a saisi, moi, la psychopédagogue depuis 1970 à 2006 en CNPP.
et pour qui le CMPP Claude Bernard était la référence de mon travail. Certes, je savais que ces retraits étaient à l'œuvre dans de nombreuses structures, mais cette fois-ci, on s'en prenait au temple. La psychopédagogie était touchée dans son histoire, dans son assise historique, et cela signifiait clairement, me semble-t-il, la poursuite du désengagement de l'éducation nationale, son mouvement de destruction irréversible. J'avais envie de comprendre. Comment avions-nous fait pour en arriver là? Et pour ce faire, j'ai essayé de reprendre les étapes historiques du cheminement de la psychopédagogie en CMPP. J'ai également tenté de repérer les différents nœuds, les luttes d'influence, les conflits, les dérives qui ont fait que nous en sommes arrivés à cette situation. Mais l'éducation nationale, de son côté, très partie prenante au départ, s'est elle aussi désengagée progressivement, et Daniel Canin nous en parlera ensuite. C'est donc dans ce double mouvement qui s'est conjugué que nous allons essayer d'éclairer ce qui a conduit au retrait des postes. Ces réflexions, pour ma part, se sont appuyées sur mon expérience personnelle, mon vécu comme RPP puis DPA, directrice pédagogique et administrative, mais j'ai aussi relu en diagonale certains ouvrages qui constituaient ma bibliothèque de travail, la pédagogie psychanalytique de Jeanne Moll chez Dino, pédagogie et psychanalyse de Jeanne Moll et Mireille Cefali, le centre médico-psychopédagogique de Jacques Savanier, et puis beaucoup de revues issues des CMPP, la revue Réadaptation de 2002, et puis surtout mes cours en sciences de l'éducation, et notamment ceux de Jean-Sébastien Morvan sur la pédagogie curative. J'en viens, mais avant, je voudrais quelques petits préliminaires. Que faut-il pour apprendre le latin à John? Connaître le latin, connaître la manière d'enseigner le latin, et connaître John. Quand on s'intéresse à John, on est selon moi dans la pédagogie, et si on approfondit cette dernière approche pour une aide au niveau des difficultés de John, on est alors dans la psychopédagogie. Avant, on est dans l'enseignement et dans la didactique. Mais les trois dimensions sont nécessaires pour faire un pédagogue ou un psychopédagogue. Daniel Canin l'exprime mieux que moi dans un article qui a repris une conférence de Bobigny, il en touchera peut-être un mot tout à l'heure. Le projet du psychopédagogue s'inscrit dans le réel de l'enfant, le scolaire, l'apprentissage des connaissances, mais il vise le penser du grandir autant que le grandir du penser. La psychopédagogie est une discipline éclairée par la psycho. Certes, dans un mot composé, le deuxième terme est le plus important. Mais elle est aussi éclairée par la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire la psychanalyse. Troisième petite remarque, la psychopédagogie est avant tout un art, un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. C'est l'art du psychopédagogue, son métier. C'est aussi une discipline qui s'enseigne. Actuellement, ce concept de psychopédagogie s'est élargi. La psychopédagogie est aussi ce qui qualifie une approche thérapeutique avec des médiations pédagogiques. L'acte psychopédagogique n'est plus seulement celui du pédagogue, mais il peut être aussi celui d'un psychologue. Il peut aussi être l'acte d'une orthophoniste, d'un rééducateur chassaniste, PRListe, non pédagogue, mais fonctionnant comme tel. Autre remarque encore, le sigle médico-psychopédagogique peut laisser entendre que l'on fait de la psychopédagogie à partir du moment où on travaille en CMPP. Pour ma part, je ne le pense pas. Le concept psychopédagogie est donc un concept qui est devenu mou, flou, et qui peut prêter à beaucoup de confusion, d'ambivalence. Et Daniel Canin nous dira aussi pourquoi en regardant du côté de l'école. Venons-en maintenant à l'histoire de la pédagogie curative. Je vais remonter loin, de 1900 à 1946, parce que c'est quand même bien intéressant de pouvoir regarder très en arrière. À partir du moment où des enseignants, des pédagogues ont pris en compte l'enfant qu'ils conduisaient sur le chemin de l'école pour acquérir un savoir, très vite ces pédagogues ont cherché dans le développement des sciences psychologiques le moyen de parfaire cette connaissance de l'enfant. Et les deux disciplines se sont développées et nourries mutuellement. Et c'est ainsi que des approches nouvelles de la pédagogie sont apparues avec De Crowley, Montessori, James, Dewey, Ferrière, Claparède, Kempsey, et puis encore avant Pestalozzi. Ce sont les fondateurs de l'école moderne, les initiateurs des méthodes actives. Kempsey fut le fondateur de la revue de psychologie pédagogique en 1900, nous dit Mireille Cefali. Et il définissait alors la psychologie pédagogique comme la psychologie des pédagogues, praticiens. Car, dit-il, ce sont eux qui connaissent le mieux les difficultés de l'enfant. Et il revendiquait la spécificité de la pédagogie
dont il pensait qu'elle devait dégager elle-même ses propres outils conceptuels. Elle doit se définir, dit-il, autant comme une pratique que comme une théorie. C'est ce que reprendront plus tard James en Amérique, Neumann en Suisse et Alois Fischer. Cette progressive évolution des mentalités, voire révolution, dit Mireille Sifali, dans la façon de considérer l'enfant, va préparer le terrain d'accueil des découvertes psychanalytiques. En effet, les travaux de Freud commencent à être connus. 1910, Oskar Pfister, pasteur, professeur, cherche à mettre en œuvre une application de la psychanalyse à l'éducation, et ce, à des fins morales. Ce sera la pédaanalyse. Il écrira un livre de psychologie au service des éducateurs, où il évoque la condition fondamentale d'une éducation de l'éducateur. De nombreux mouvements éducatifs se développent alors pour éviter les névroses avec des méthodes dites libérantes, qui tenteront de faire l'économie de ce qui est frustration et refoulement. Ainsi, on peut évoquer très rapidement Schneider en Suisse, qui est directeur de l'école normale de Berne, dont il devra démissionner parce qu'on considérait qu'il avait des idées trop subversives. Néanmoins, il a influencé Claparède, qui en 1912 fonde une école de sciences de l'éducation à Genève, l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Il y a aussi Beauvais, dont on reparlera plus tard, qui dirigera cette école. Zuliger, qui fait sienne les hypothèses de la psychologie des profondeurs de l'inconscient, mais qui se sentira très libre vis-à-vis de la théorie d'Adler autant qu'à l'égard de la théorie sexuelle de Freud. Zuliger, en 1921, publie La psychanalyse à l'école. C'est un pédagogue, mais il donne également des cours de psychologie à l'Institut de Zurich. Ce livre est un plaidoyer pour une autre attitude du pédagogue qui doit être attentif à tous, mais aussi à chaque cas individuel. Il plaide également pour une formation des enseignants à la psychanalyse pour parvenir à une nouvelle forme de l'acte d'éduquer. Freud qualifie ce livre de merveilleux petit livre de Zuliger. Revenons donc à Freud. Après le développement des théories sur le narcissisme, le principe de plaisir et de réalité, Freud élabore une autre cartographie du psychisme, une autre topique, le ça, le moi et le surmoi. En 1925-26, il revient sur son optimisme de départ et pense que l'éducation, ce n'est pas seulement de dégager l'enfant des névroses, et il évoque alors les 3 métiers impossibles, éduquer, guérir, gouverner. 1927, dans L'avenir d'une illusion, il se demande si l'éducation peut quelque chose pour faire face au réel de la discorde, au réel du sexe et de la mort. Pour lui, l'éducation doit nécessairement être du côté de la réalité. 1933, après la rédaction des nouvelles conférences, il aborde de nouveau dans la 6e les rapports pédagogie et psychanalyse, et il écrit alors « La vérité de l'analyse n'est pas la vérité de l'éducation ». Alors Freud pédagogue, dit Mireille Céphali dans un livre de Mireille Céphali, ou Freud antipédagogue, ça c'est un autre livre de Catherine Meilleux. Ce sont deux femmes qui ont écrit ces livres presque en même temps, et je me faisais la remarque que leurs initiales inversées étaient vraiment l'image de leurs propos complètement opposés. Ces 2 livres donc montrent que Freud a été réellement ambivalent par rapport à l'application des données psychanalytiques à l'école. Notons que cela n'empêchera pas sa fille Anna de se lancer dans cette aventure, et bien sûr avec l'accord de son père. Alors, voilà. 1926-1937, les travaux menés par des psychanalystes et des pédagogues se multiplient, ce dont rend compte la revue de pédagogie psychanalytique, qu'a très bien analysé Jeanne Moll, c'était le thème d'un de ses mémoires. Cette pratique, cette praxis se dit, et en se disant, ne cesse de s'étonner elle-même, nous dit Jeanne Moll. Pratique qui n'est pas toujours limitée à l'école, mais qui s'exerce aussi en famille, au cabinet médical, etc. On voit donc fleurir des pédagogues analystes et des analystes pris dans la datation pédagogique. Mais ceux-ci vont comprendre au fil du temps qu'un tel cumul n'est pas sans danger. Ça, c'est Mireille Céphali qui nous le rappelle. Après cette période d'indifférenciation des approches, certains pédagogues vont donc reconsidérer la délimitation de leur champ d'action et un long processus de séparation va s'opérer. 1932, au symposium de Budapest, Alice Balin fustige ceux qui tirent des théories psychanalytiques l'autorisation du laisser-faire généralisé.
Elle critique aussi la pédagogie du juste milieu prônée par Anna Freud entre contrainte et liberté. 1936, Zuliger pointe aussi les manques de la pédagogie psychanalytique et insiste sur l'erreur qui consiste en classe à privilégier la relation duel aux dépens de la dimension du groupe. Il écrira « La pédagogie psychanalytique n'est ni de la psychanalyse thérapeutique, ni de la psychanalyse d'enfant. La pédagogie psychanalytique est une méthode d'éducation qui repose sur la compréhension analytique des enfants dans leur singularité d'individu et en tant que groupe, et sur la compréhension des éducateurs. » Pour moi, et pour aussi Sifali, je pense, Zuliger est réellement un précurseur, un pionnier de la pédagogie curative. La période de différenciation des pratiques va conduire à la prise en compte d'un travail en complémentarité sur des territoires différenciés. C'est ainsi qu'en 1930 s'ouvre dans le Valais, avec Beauvais et le docteur Répond, un centre qui va faire cohabiter ces différentes approches pour mieux répondre aux besoins des enfants. C'est le Centre médico-éducatif, CME. Nous arrivons en 1937, période où la publication des cahiers de pédagogie psychanalytique s'arrête. Et c'est l'époque aussi où de nombreux psychanalystes émigrent vers les USA, où vont se développer de nouvelles approches et un retour à la pédagogie traditionnelle se fera sentir. En conclusion de ce paragraphe, la pédagogie psychanalytique ou pédagogie curative a trouvé ses assises principalement en Suisse, en Autriche, en Allemagne, avec de nombreux tâtonnements, ambivalences, confusions, et ce, autour du développement des théories freudiennes. Mais elles se sont aussi développées autour des théories d'Adler, qui ont ensuite été reprises, notamment par Steiner, qui développera l'anthroposophie. On ne connaît pas trop bien, mais dans l'Est de la France, c'est beaucoup plus connu que dans les autres régions. Au niveau de l'éducation, Steiner mettra l'accent sur les notions d'écoute, savoir se mettre à la place de l'autre, savoir manifester de la bienveillance à l'enfant en difficulté, se laisser guider par l'autre pour l'aider, mais aussi pour qu'il se retrouve en nous, et avoir fait un travail sur soi pour savoir être. Notons que Vallon aussi se réclamera des théories d'Adler. Voilà, j'étais un petit peu longue sur cette période, mais s'il me semble que c'est en connaissant bien ses origines, cette histoire, que le psychopédagogue peut mieux comprendre ce qu'est son métier, même si l'exercice est difficile et risqué. Et Sifali cite avec humour, si l'histoire est le site du sens, s'appuyer sur l'histoire revient à vouloir s'accrocher aux vagues, en faisant parfois naufrage. Maintenant, je passe au premier CPP, Claude Bernard. Après la guerre, face à tous les problèmes qui surgissaient, mais aussi parce qu'il y avait une sorte de mouvement vers un avenir meilleur, il y eut plusieurs créations, nous dit Juliette Favès-Boutonnier. La sécurité sociale, le statut de l'enfance délinquante, les CPP. En mai 1946, le centre Claude Bernard est ainsi créé sous l'impulsion de Mocco, professeur chargé de mission au gouvernement et au haut comité de la famille, et du docteur Berge, mais aussi de Georges Monod, de Henri Vallon, qui en même temps travaille à la réforme de l'enseignement dans le cadre du Plan Langevin-Vallon, et qui orchestre l'initiative, de Hier, neuropsychiatre, de Juliette Favès-Boutonnier, chargée de recherche au CNRS, de Bonafé, de Le Guillan, qui sont au service de l'enfance au ministère de la Santé. Ce centre va se constituer sur le modèle du centre créé en Suisse par Répond et Beauvais. Et il se veut être une alliance entre la pédagogie et la psychanalyse pour venir en aide à des enfants et des enfants adolescents en difficulté scolaire. Il prend le nom de centre psychopédagogique plutôt que de médico-éducatif pour marquer le côté rééducatif et pédagogique d'Imoco, mais aussi pour écarter toute allusion à une maladie et souligner l'espoir placé dans la jeunesse, ajoute Juliette Favès-Boutonnier. Ce centre est créé donc sous l'auspice des deux ministères, Éducation nationale et Santé publique et population. C'est un vrai challenge, nous dit Françoise Tétard aux Journées d'études 2002, car leur philosophie était fort différente. Du côté de la laïcité combative pour l'éducation nationale, du côté de la solidarité fortement marquée par le christianisme pour la santé. L'originalité de cette structure se trouve donc dans la position de carrefour institutionnelle du CPP par rapport à la santé et à l'éducation nationale. Position affirmée par une double direction médicale et pédagogique non hiérarchisée pour renoncer au particularisme d'Imoco.
L'originalité se manifeste également dans l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire ayant une formation analytique. Une équipe qui implique la notion d'acte global, conçu sans discrimination de ce qui est pédagogique, thérapeutique ou psychologique. Un autre trait original réside aussi dans le désir de ne pas séparer l'enfant de son école ni de sa famille, de ne pas psychiatriser son problème, mais néanmoins d'avoir une action sur la famille et d'être en lien avec l'école. On voulait montrer qu'on sortait de l'hôpital de ce qui était à proprement parler médical dans l'optique de l'époque, dit Juliette Favès-Boutonnier. Le démarrage fut lent et difficile, car de nombreux problèmes étaient à surmonter. Les difficultés étaient dues au financement, ce que la prise en charge sécurité sociale réglera. Mais la lenteur du développement était due aussi à des difficultés rencontrées pour trouver des personnes qualifiées qui puissent aller de pair avec ces structures innovantes. Nous notons qu'en 1948, Strasbourg ouvrira ses portes sous l'impulsion du docteur Lagache, et c'est le docteur Favès-Boutonnier et Debesse qui le dirigeront. Puis, en 1949, ce sera le CPP de Mulhouse. Je vais aborder maintenant les rivalités et les conflits. Les conflits médicaux. Le CPP Claude Bernard peut passer pour l'archétype de l'institution modèle à partir duquel seront définies les formes de diffusion psychanalytique actuelles. C'est Evelyne Burger qui nous dit ça dans un numéro du Crésas. Ce qui va heurter des monopoles, celui des médecins et des psychiatres. Du côté de la psychopathologie, il faut aussi mentionner qu'après 1945, les choses bougent aussi sous l'impulsion de Hier, mais aussi des docteurs Sauguet et Launay. Ça, c'est Jacques Chabanier qui nous dit dans ce livre sur les centres médico-psychopédagogiques. La création d'un centre à spécificité santé, l'Institut Claparède, voit ainsi le jour en 1949 avec une direction uniquement psychiatrique. Et il va s'appeler le CMP, Centre médico-psychologique. Ce centre affirme d'emblée son caractère soignant, centre de diagnostic et de traitement, synthèse des services hospitaliers et des dispensaires de soins d'une part, et de guidance infantile d'autre part. Ça, c'est Henri Sauguet qui nous dit ça dans la Croix-Marine. L'éducation nationale, soucieuse alors de ramener la consultation à une action plus pédagogique, ouvre également en 1949, boulevard Berthier, dans le cadre d'une école primaire, un centre de psychodiagnostic et de psychothérapie, animé par Claude Launay et géré par la direction de l'enseignement de la ville de Paris. Les CAPP. Après 1956 et le décret relatif aux centres privés de cure et de prévention, les centres vont donc se multiplier en référence à l'un ou à l'autre de ces prototypes. Et très vite, une réglementation va devoir s'imposer. Législation qui va faire apparaître une certaine réappropriation par la santé et l'autorité médicale. C'est l'annexe 32, que tout le monde connaît, je pense ici, du 18-02-63, venant compléter le décret de 56 et définissant les conditions d'agrément des CMPP, leur fondation institutionnelle et législative. Ce texte, émanant uniquement de la santé, place sans ambiguïté les CMPP dans le domaine médical, diagnostic et traitement. Je vous fais grâce de les centres médicaux pratiques, etc. Le diagnostic et le traitement sont effectués en cure ambulatoire, sans hospitalisation du malade, est-il dit. Ils sont mis en œuvre par le médecin, des auxiliaires médicaux, des assistantes sociales et autant que de besoin par des pédagogues ou des rééducateurs. Si les rééducations psychothérapeutiques demeurent dans les intitulés de traitement, les psychothérapeutes, eux, en tant que tels, ne sont pas mentionnés, mais comme auxiliaires médicaux. Cette circulaire propose également des objectifs d'un esprit différent, celui des premiers CPP, en mettant l'accent sur l'adaptation au milieu, sur l'insertion dans l'entourage familial et social, ce qui n'est pas à proprement parler un langage analytique, mais plutôt psychiatrique. Cette circulaire va donner lieu à de vives contestations, tant au niveau de l'éducation nationale qui voit une perte de son monopole, que de l'association de la FCMPP. En 1964, la circulaire de la santé sur les financements des CMPP va donc réintroduire la double direction et les thérapeutes analystes dans son discours législatif. En contrepartie, elle soulignera le rôle de dépistage du CMPP, plaçant même celui-ci comme centre de soins secondaires par rapport au dispensaire d'hygiène mentale. Mais surtout, elle confirmera l'acte de soins des CMPP comme étant un acte psychiatrique de longue durée, et ce non seulement pour les psychothérapies, mais aussi pour toutes les formes de rééducation.
Organisme privé, le CMPP reconnu d'utilité publique s'installe par ce texte dans le dispositif médical de lutte contre les troubles neuropsychiatriques. C'est Evelyne Burger qui nous dit ça dans le numéro du CRESAS. Constat qui fait dire aussi à Maud Manoni, dans l'éducation impossible, loin d'aboutir à une interrogation de la politique scolaire, l'orientation psychanalytique introduite en 1945 s'est retrouvée récupérée dans une entreprise démente de l'ordre des médecins, tendant ainsi à masquer la gravité d'une crise des institutions. Après ces circulaires de 63 et 64, il y aura une nouvelle floraison de centres qui signeront donc les conventions avec la DAS pour les actes de diagnostic et avec la sécurité sociale pour les actes de traitement. Seuls les centres de psychodiagnostic et de psychothérapie situés dans la filière du boulevard Berthier refuseront les tutelles DAS et sécurité sociale, se plaçant uniquement sous celle de la direction de l'enseignement. En 1969, ils deviendront les CAPP, Centres d'aide psychopédagogique. Ce sont les ancêtres des GAP et des réseaux d'aide. Tandis qu'en 1973, les autres centres, ayant signé des conventions avec la santé, s'appelleront sans distinction les CMPP, Centres médicaux psychopédagogiques. Les établissements privés seront essentiellement créés par des associations loi de 1901. Mais des centres seront aussi créés par des collectivités locales, voire des hôpitaux, avec des personnels relevant du statut public. En réalité, il y aura une variété énorme de centres avec des histoires très différentes, faisant de l'histoire des CMPP une histoire mosaïque, comme le dit Françoise Tétard. Passons au conflit associatif. Comme dans tout secteur d'intervention, les rapports de force, les luttes d'influence, les courants font partie de leur histoire. Le souci de se rassembler, de défendre un modèle, un label, est apparu très tôt. Là, je ne suis pas sûre de ma date, parce que c'est dès 1947, les CMPP se regrouperont sous la présidence d'Henri Vallon pour devenir l'AFCMPP. Je crois qu'en fin de compte, ça a été vraiment acté en 1960. 49 Bon. Merci. En 1971 est apparu l'ANCMPP, qui est défini comme un organisme fédérateur concurrent, nous dit Françoise Tétard. Quant aux CMPP de Lens, réunis en GTN, ils sont apparus dans les années 70 et sont très proches dans leurs options de celles de la FCMPP. Les luttes d'influence entre ces trois associations se situent alors essentiellement au niveau de 3 points. La présence des psychopédagogues éducation nationale est en effet contestée par la NCMPP. Nous avons des rééducateurs, mais aussi des psychos qui font des médiations pédagogiques. Nous n'avons pas besoin de personnel de l'éducation nationale. Tel est le discours. Ils sont aussi en désaccord sur la direction des CMPP. Pour la NCMPP, il y a une direction unique confiée à un médecin directeur, éventuellement assisté d'un cadre administratif. Pour l'AFCMPP et les CMPP de Lens, il y a une double direction. Une direction médicale d'une part et une direction pédagogique et administrative d'autre part. Il y a un autre point qui est aussi conflictuel, c'est la notion de handicap. Après les lois de 1975 et 2005 relatives au handicap, l'ANCMPP a souvent souhaité sortir du champ médico-social. Surtout après 2005, ils ne comprenaient pas le handicap psychique. Ces divergences, ces luttes d'influence ont un certain temps fragmenté le secteur et ne l'ont pas toujours rendu très visible au niveau des tutelles. Et ils ont même parfois terni son image. Et puis, face aux exigences auxquelles ces centres ont été soumis, aux contraintes budgétaires, au manque de personnel, l'idée de se rapprocher, voire de s'unir, s'est faite de plus en plus pressante. Et on a vu des journées d'études de Lorient en 2002 parler du fratricide au fraternel. Tout un programme. Une fédération des associations va naître suite à ces rapprochements en 2003, suivie de la création de l'association des CMPP en 2010, où toute appartenance ancienne est estompée. C'est une réelle révolution, mais qui a aussi eu quelques conséquences sur lesquelles nous reviendrons. Je vais revenir à la pédagogie et à son évolution de 1946 à 2000. Au début de leur fonctionnement, les CPP ont eu à faire face à une réelle pénurie de rééducateurs formés, ce que Moko dénonce en 1954. Par contre, en raison de la prééminence des écoles de psychanalyse, il y eut très vite des thérapeutes formés, mais qui n'étaient pas médecins. Ça a été aussi un autre
conflit que je n'ai pas évoqué, mais on parlait de psychanalyse blanche, enfin vous avez dû avoir eu vent des procès qu'il y a eu. Devant cette situation, le Centre Claude Bernard s'est résolu à former lui-même son personnel. Cela a donc dû reposer, dans un premier temps, sur les psychothérapeutes qui devaient posséder une double expérience, pédagogique et psychologique, et avoir été eux-mêmes psychanalysés. Mais ça n'a pas marché de ce côté-là, et il y a eu l'idée d'avoir des professeurs et des instituteurs détachés ou mis à la disposition et recevant sur place une formation psychanalytique. Par contre, à Strasbourg, avec Debesse, va se mettre en place une méthode de réadaptation qui prendra le nom de pédagogie curative individuelle. Et elle va s'inscrire clairement dans la pédagogie d'aide venant d'Allemagne. Elle s'adresse à des enfants et adolescents qui sont des inadaptés scolaires intelligents en vue de les aider à reprendre normalement leurs études, nous dit Carmen Strauss-Raffi. Les buts, viser l'épanouissement de la personnalité de l'élève en établissant une bonne relation maître-élève, rompre le cercle des conduites d'échec en multipliant les occasions de réussite avec des exercices adaptés et en s'inspirant des méthodes nouvelles. Et puis établir une relation solide avec les familles, utiliser le groupe et la dynamique qu'il engendre. Enfin, il est encore une nouvelle fois souligné l'importance de la personnalité de l'éducateur, son savoir-faire et son savoir-être. Notons aussi qu'en 53-54 est fondé un syndicat des psychologues psychanalystes par Moko et Anzieux. 55, c'est Borel Maisoni qui débute une formation d'orthophoniste. 63 est créée l'association des rééducateurs de la parole et du langage, écrit et de la voix, donc association de statut privé. Et en 1960, l'Éducation nationale met en place à Beaumont une formation de rééducateurs en psychopédagogie, les RPP. Ce sont des surformations car elles ne peuvent être sollicitées qu'après l'obtention d'un CAEIDI ou autre, enfin d'un CAEI, et après 5 ans de pratique. Après 70, ces conditions deviendront caduques car avec la naissance des GAP qui se mettent en place, il faut beaucoup plus de RPP. Ainsi, dans les CNPP, dans les années 60, se mettent en place des rééducations fonctionnelles qui vont répondre à toute la famille des 10, avec du personnel de droit privé, et parallèlement des personnels éducation nationale, des RPP, pratiquant la pédagogie curative, qui sont de droit public. Il y avait aussi parfois des RPM et des psychoscolaires. Ces différents positionnements et ces différentes origines vont parfois créer quelques incompréhensions entre les personnels, mais aussi des confusions au niveau des prises en charge. 1960-1970. On peut dire que pour les psychopédagogues, c'est la période Roger Blay qui est la référence. Roger Blay va reprendre les concepts de Debesse, mais il va développer la place de l'affectif, du désir, comme moteur structurant du cognitif. C'est Jean-Sébastien Borvan qui avait souligné cela. Il privilégie aussi la pédagogie en groupe, car le groupe évite la relation duel, le corps à corps, il a une position médiatrice. Pour Blay, la pédagogie curative n'est ni une rééducation fonctionnelle, ni un enseignement, ni une psychothérapie, mais elle participe des trois. C'est une technique hybride entre le rééducatif et le thérapeutique, exercée par un maître hybride, le psychopédagogue. Un maître sensible, formé à la psychologie, enseignant éclairé sur les élèves, mais aussi sur lui-même, maître écoutant, disponible, acteur, sachant rendre les disciplines aimables et séduisantes, car l'élève ne va entrer en relation avec le savoir que parce que ce savoir a une relation investie par le maître. 1970-1980. C'est des grosses fourchettes, hein, bon. On assiste à un changement progressif du cadre de référence. Les théories freudiennes laissent plus ou moins la place aux théories lacaniennes qui s'imposent avec un certain impérialisme dans de nombreux CNPP. Les références théoriques font appel aux distinctions entre réel, imaginaire, symbolique. Il est fait également référence au sujet, traversé par des éléments de réalité, mais aussi par des éléments imaginaires. Et ils insistent aussi sur la notion de conflit psychique à prendre en compte. Carmen Strauss-Raffi exprime parfaitement ce changement. Ce courant de la valorisation du désir, dit-elle, a montré ses limites et une deuxième génération de psychopédagogues est apparue dans les années 70 avec Claude Chassagny, Bigeaud et Terrier et à nouveau Moko.
Ces psychopédagogues intègrent alors dans leur conception du travail l'idée de la désillusion, de l'expérience du manque, de la solitude, comme des passages obligés pour accéder au registre symbolique. Ils prennent en compte le fait que les pulsions de destruction, de répétition, sont parfois plus fortes que les forces de progrès et que la bonne volonté des adultes bienveillants, aimables, positivants, ne peut pas toujours grand-chose face à cela. Ils intègrent aussi dans leur conception de travail que certaines difficultés scolaires ont un sens dans l'organisation psychique de l'enfant. Dans ces années 70-80, disons après 68, parallèlement à ces changements de référence théoriques, on voit également apparaître un changement des problématiques prises en charge. On voit des enfants qui sont beaucoup plus dans le refus d'apprendre que dans les difficultés de comprendre, dans des petits blocages. Des enfants dans l'agir, dans le tout de suite, dans la peur d'apprendre, comme le décrit si bien Serge Boimard. La psychopédagogie va donc devoir s'adapter, puisque le sujet apprenant nous livre d'autres difficultés. L'approche pédagogique va ainsi renvoyer à plusieurs pôles, nous dit Morvan. Être en souci, en sollicitude, attentif, ce qui définit une fonction maternante. Savoir soutenir afin de permettre à l'enfant d'être seul, de faire le vide. Savoir respecter son attente pour aborder les difficultés, sa demande, et donc savoir suspendre son geste technique, ce qui relève d'une fonction de soutien et d'accompagnement. Rappeler la loi, le cadre, les limites, les principes de réalité, sans laxisme et sans rigidité. Toute maturation, nous rappelle Chassagny, se fait dans un cadre, une matrice. Donc, avoir une fonction contenante. Éveiller la curiosité, faire en sorte qu'il y ait sublimation des pulsions, permettre le questionnement, avoir donc une fonction de séduction par rapport au savoir, sans être séduisant. L'ensemble de ces pôles sont organisateurs de la vie psychique, c'est le moteur de l'apprendre, nous dit Jean-Sébastien Morvan. Ensemble fonctionnel qui doit donner lieu à un travail de formation afin de parvenir à cette pratique de l'entre-deux, comme l'a appelé Mireille Céphali. Une pratique de l'entre-deux qui articule un travail psychique indirect dans le contexte de la dynamique relationnelle et un travail technique, un travail de didactique. Un travail au niveau du penser du grandir et du grandir du penser. Ainsi, le cadre en PRL va surtout être un cadre de parole définissant les projets de l'enfant, celui du rééducateur. Il exprime aussi les limites, les interdits, en 2 mots, dit bernardistes, qui vont permettre de passer du principe de plaisir au principe de réalité. Ce cadre ainsi posé va contribuer à créer un espace potentiel de créativité, de dynamisme, de rencontre de 2 aires transitionnelles, là je fais un petit peu référence à Winnicott, mais avec un objet intermédiaire, un objet tiers qui est le savoir, l'acquisition de connaissances. Nous sommes dans un espace triangulé, l'espace de la rééducation. Je vais peut-être passer sur le fait que la prise en charge se structure souvent selon différents temps, des temps qu'on va retrouver à cette époque-là décrits par Chassagny, par Morvan, Carmen Strauss-Rassi en fait aussi mention. Morvan, il appelle ça les 3D, le temps du délai, de l'attente, le temps du déni, du doute, et le temps du défi. Pour Chassagny, on retrouve dans la PRL le temps d'attente aussi, le temps de conciliation des langages, le temps de résolution, où le rééducateur est sollicité pour l'apport de techniques. Successivement, maître G, puis maître E, j'ai envie de dire, en faisant référence aux nouvelles dénominations du RPP. Bien sûr, ces temps sont parfois inversés, mêlés, je vais passer un peu vite sur ça. Tout est affaire d'écoute, de respect, du cheminement de l'enfant. Dans le temps du déni débuté, il y a aussi nécessité de passer par des ruses, des subterfuges, pour aller chez le diable, dit Morvan. De nombreuses médiations sont donc alors utilisées pour ne pas affronter le symptôme de manière directe. Ces médiations se sont alors énormément développées dans les années 70, 80, 90. Ce sont les mythes, les contes, l'écriture, etc. Les prises en charge en groupe se sont également développées. Il y en avait très peu dans les années 60-70, mais après 70, on a vu beaucoup de prises en charge en groupe. Ces groupes ont une valeur médiatrice en eux-mêmes, en sus des activités de médiation qui y sont conduites. Elles empêchent souvent les dérives. Dans les années 90-2000, d'autres méthodes ont vu le jour en rééducation, en s'appuyant sur le développement des sciences cognitives et des neurosciences.
méthode Feuerstein et puis d'autres méthodes, on nous en parlera dans l'après-midi. Elles permettent aux rééducateurs d'enrichir la palette de ces aides quand les outils de pensée sont à construire ou que des constructions sont à reprendre. Et puis, on a vu aussi certaines interrogations poindre. Ainsi, Mireille Sifali cite Roustan. Il est des pédagogues avisés, dit-il, qui peuvent éviter à certains ados d'avoir à engager des psychothérapies. Et si la fonction d'enseignant était moins dévaluée, on aurait moins besoin de recourir à des psychothérapeutes. Mireille Sifali s'engage sur cette réflexion en disant cette position de l'entre-deux, cette dualité de la psychopédagogie, en disant qu'enseigner et éduquer portent en eux-mêmes est à réinterroger, parce que enseigner et éduquer portent en eux-mêmes cette complexité pédagogique et que recoller psycho à pédagogie relève peut-être d'un pléonasme. Je ne sais pas si me suis bien expliqué. Voilà, en un siècle, la boucle est rebouclée, mais il y a peut-être une porte à réouvrir, à nous réinventer. Je veux parler maintenant des dérives, des glissements, des engagements. Je les ai repérés au niveau de plusieurs endroits. Les dérives et glissements au niveau de la formation de l'éducation nationale. Pour bien accomplir ce métier de psychopédagogue, pour pouvoir tenir cette position hybride qui nécessite du savoir-être, il a été constamment souligné que le pédagogue doit être formé. Les formations éducation nationale pouvaient-elles informer, sensibiliser, mais elles ne pouvaient être qu'insuffisantes. Parfois même, en insistant trop sur le versant information psychanalytique, elles ont eu tendance à déséquilibrer la formation qu'elles donnaient. Quand on était aussi à l'époque de la non-directivité, comme ce fut pour moi en 1970, les cours de psychopédagogie soumis à ce modèle, même s'ils ont fait prendre conscience des non-dits, des tensions qui traversent les groupes, ont montré aussi bien des limites. Et puis, en 1995, Daniel nous en reparlera, ces formations ont même cessé d'être. Des formations complémentaires étaient donc à rechercher ailleurs. Les groupes style Balint, à l'initiative des rééducateurs qui se rassemblaient avec un formateur, les formations Chassani à la pédagogie relationnelle du langage, avec des contrôles pendant 1 ou 2 années, les formations personnelles, psychothérapiques ou psychanalytiques pour mieux se connaître. Au niveau du métier, la relation psychopédagogique s'inscrit dans une triangulation, comme j'ai pu dire. Dans cet espace transitionnel, il y a beaucoup de connotations, mais aussi de transferts. Chassani disait « motion transférentielle ». C'est une relation délicate qui demande des rappels au cadre, à la loi, pour qu'on ne tombe pas dans une relation duelle de séduction, oubliant l'objet tiers. Fonctionnement donc qui serait au niveau du principe de plaisir sans permettre d'accéder au symbolique, avec un risque de perversion donc de la relation. Un autre risque était celui de fonctionner comme un psychothérapeute, de penser qu'on est à même de tout entendre de la vie fantasmatique de l'enfant, ou bien alors de favoriser à ce que les choses se disent dans ce contexte rééducatif, alors qu'elles pourraient être mieux aidées, mieux dénouées dans un autre cadre. C'était aussi vouloir oublier que l'enfant était également un élève et ne pas prendre en compte cette réalité. En CMPP, le fait qu'il y ait d'autres intervenants au sein de l'équipe permet de mieux border cette dérive, cette tentation. Il est en effet plus aisé qu'en GAP ou en réseau de passer d'une prise en charge à l'autre. Je souhaite rappeler quand même que quand les GAP se sont mis en place au niveau de l'éducation nationale, il avait été prévu qu'ils puissent s'articuler avec les CMPP qui avaient du personnel éducation nationale ou qui étaient en lien avec l'éducation nationale. Et que les CMPP devaient épauler les personnels des GAP, être des lieux où des intervenants des GAP puissent venir trouver aide et conseil. Honnêtement, je n'ai guère connu de lieu où cela fonctionnait, bien au contraire. Il y a eu parfois des rivalités sournoises, des défiances, des volontés d'ignorer le travail de ceux des GAP, taxés d'approches incomplètes, notamment au niveau des examens psychologiques. L'éducation nationale et ses représentants hiérarchiques n'ont pas toujours bien vécu ces positionnements des RPP, leurs dérives, avec compréhension, il faut le comprendre. Certains étaient même remontés contre ces enseignants qui faisaient des difficultés pour être inspectés, qui oubliaient leur mise à disposition et leur mission. Ce métier Carrefour n'a pas non plus toujours été bien compris dans les équipes de CMPP, en raison d'un possible chevauchement des prises en charge avec les orthophonistes, mais aussi, comme le rappelle KS, parce qu'en tant que position intermédiaire, hybride, ce métier bâtard, car ni, peut être entaché de la valeur négative de l'être mixte. D'où,
pour les psychopédagogues, cette tentation a fonctionné comme un psychothérapeute afin de gagner de la reconnaissance et de vivre plus confortablement son métier au sein du CNPP. Voyons maintenant les problèmes avec l'école, les liens CNPP-école. En 2002, lors des journées d'études de la Fédération des CNPP, Serge Boimard, directeur pédagogique du Centre Claude Bernard, est intervenu sur le thème des principes fondateurs et de leur actualité. Il a repris ceci en terminant par le lien privilégié avec les lieux d'enseignement et leurs acteurs. Qu'en est-il en effet? Et il a évoqué le déséquilibre qui s'est opéré entre le médical et la pédagogie dans les années 70-80, marqué par une forme d'impérialisme de la psychanalyse et une remise en cause de certains principes. En effet, il y a eu alors une dévalorisation du travail de guidance avec les familles, une coupure du lien avec l'école qui devenait une gêne pour l'espace thérapeutique, et une hiérarchisation des traitements avec la psychanalyse donnée comme voie royale par rapport aux autres prises en charge, et aussi une pauvreté des réunions disciplinaires. Cet épisode a été vécu dans de nombreux CNPP. Et si les choses se sont arrangées au CNPP Claude Bernard, grâce au docteur Giabicani, dit-il, de nombreux CNPP forteresses ont contribué à fonctionner dans d'autres lieux de cette manière. Plus maintenant. Je pense que maintenant, ce phénomène-là se sont complètement délités, il n'y en a plus. CNPP qui refusaient les échanges avec les écoles, avec les GAP et les psychoscolaires, comme évoqué précédemment, au nom du principe qu'en CNPP, on ne s'adressait pas à l'élève, mais au sujet. Les RPP de ces CNPP-là se sont trouvés à cette époque dans une certaine solitude, coupés de leurs racines et souvent mis en difficulté, et par leur hiérarchie éducation nationale, et par leurs collègues CNPP. Mais il faut reconnaître que ce fut aussi pour certains une position heureuse, car ils pouvaient oublier la maison mère, l'éducation nationale, et la nécessité de rendre compte de leur mise à disposition. La Fédé des associations, l'association des CNPP. En 2003, donc, la Fédé des associations, quatre associations, parce que la NCMPP-T, regroupant les CNPP territoriaux, s'était adjointe à la Fédé. 2010, l'association des CNPP existe enfin. C'est une évolution considérable, formidable à tout point de vue au regard de cette histoire que je viens d'évoquer. Néanmoins, je pense que la psychopédagogie y a un peu perdu. Pourquoi? Parce que pour les CNPP de l'AF et de l'ANS, devenus GRAPS entre-temps, en 2003, la présence des postes d'éducation nationale était une donnée primordiale. Or, avec l'association des CNPP, cette donnée n'est plus devenue essentielle, puisque la moitié de ces établissements n'ont pas de rééducateur éducation nationale. Elle demeure une donnée historique, défendue par les CNPP pour les CNPP qui ont des postes, mais c'est une donnée qui s'est vidée un peu de son sens, et de plus en plus, puisqu'on continue à retirer des postes. Et puis, il y a eu le problème des inspections in situ. Un certain nombre de médecins directeurs ont en effet fait valoir que c'était enfreindre le secret médical que de permettre à des inspecteurs éducation nationale de venir inspecter des psychopédagogues au sein du CNPP. Cette contestation médicale a toujours plus ou moins existé, mais avec l'association des CNPP, elle a cherché à avoir une écoute élargie, voire à tenter de contacter les instances médicales des inspecteurs pour leur demander de ne plus intervenir dans les CNPP. Cette position médicale a parfois été approuvée par des psychopédagogues et des directeurs pédagogiques. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des retours de manivelle et des désengagements de l'éducation nationale. En conclusion, en faisant ce travail, j'ai constaté que l'histoire de la psychopédagogie se répète inlassablement. Parce que c'est un métier impossible, doublement impossible, sans doute. Par ailleurs, actuellement, on assiste de nouveau à une multiplication des dénominations pour parler de l'aide psychopédagogique. Et après toutes celles qu'il y a eu dans l'histoire, je vous fais grâce de vous rappeler toutes les dénominations que j'ai évoquées. On arrive aujourd'hui à rééducateur en psychopédagogie, RPP, maître G, maître E, psychologue pratiquant des thérapies à médiation pédagogique ou à médiation culturelle, rééducateur chassaniste, enseignant chargé de rééducation. Et Daniel pourra encore vous en donner d'autres, je pense. Ces territoires de prise en charge ne sont pas toujours bien définis et noient en quelque sorte la prise en charge psychopédagogique. Est-ce un mal? Non en soi, si elles arrivent au même but, aider les enfants en difficulté d'apprendre. Mais cela justifie que ces prises en charge peuvent être assurées par des personnels du secteur privé,
et non par des professionnels mis à disposition des associations par l'Éducation nationale pour leur CMPP. Alors, s'il y en a d'autres, on peut s'en passer, voire les retirer. Tel est un peu le discours de l'Éducation nationale qui veut faire des économies. Notons quand même que 15% des postes ont été perdus entre 1997 et 2001. Et c'est ainsi pour toutes ces raisons que donc des postes disparaissent. Et les options fondamentales de certains CMPP sont donc mises à bas. Alors, CMPP ou CPP maintenant? Quid de l'annexe 32? Un directeur pédagogique a-t-il encore sa raison d'être, même si on lui confie la direction administrative? Je voudrais quand même dire que j'étais un peu surprise qu'un nouveau CMPP des PEP de l'Est ait été créé avec un chef de service administratif. Voilà. Quelles conséquences pour les prises en charge que cette perte du pôle pédagogique dans les CMPP? Les prises en charge psychopédagogiques ont pourtant su montrer leur réelle efficacité dans les équipes pour aider les enfants, les élèves en difficulté. Les psychopédagogues en CMPP permettent de rappeler l'importance de l'école, de ne pas oublier le contexte social de l'enfant. Ils sont porteurs d'un savoir sur les programmes, sur les méthodes. Ils savent aussi faire des bilans pédagogiques, repérer les points de nullité, repérer les connaissances acquises sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, les zones proximales de développement. Ce sont des référents du monde scolaire qui favorisent les contacts avec l'école en raison de leur culture partagée avec les enseignants dans les classes. Alors, qu'en sera-t-il pour les CMPP? L'hémorragie des postes va-t-elle s'arrêter avec l'arrivée de la gauche au pouvoir? Seront-ils confrontés au risque d'être remplacés par des CESAD qui ont su mieux travailler avec les écoles et qui sont pour certains déjà dans un fonctionnement identique à celui d'un CMPP? Faut-il aller vers une formation DU à la psychopédagogie pour remettre d'autres personnes proches de la psychopédagogie dans les CMPP, préparées à la psychopédagogie? Faudra-t-il définir un autre avenir pour ces CMPP? Et il y a déjà des réflexions à ce sujet. Voilà. Avant de commencer quand même, Joël a évoqué cette histoire, mais de l'après-guerre on peut dire 1970, dans toute cette période très créative où beaucoup de choses se passent avant d'être mises en forme par des textes comme le décret de 63 sur les CMPP, l'annexe 32, c'est ça. Durant cette période d'invention institutionnelle, durant les 30 glorieuses où l'argent ne pose pas trop de problème à l'État, on a vu les créations que tu as soulignées, CMPP mais aussi futur CAPP. Durant la même période, il y a eu une série d'expériences de création de ce qui anticipe plus directement sur les GAP puis sur les RASED, donc des petits groupes dans les écoles elles-mêmes ou dans certaines écoles qui prennent différentes dénominations, qui apparaissent, qui disparaissent. Cette histoire est un peu confuse, c'est manifestement une période de recherche et pratique et institutionnelle. Mais durant cette période, la caractéristique quand même de tout ce mouvement, c'est qu'on entremêle systématiquement, on est bien dans l'idée psychopédagogique, et même médico-psychopédagogique, on entremêle les expériences internes à l'éducation nationale, externes à l'éducation nationale, strictement internes, au bord comme les CAPP, et les expériences externes. Il faut attendre l'annexe 32, mais aussi le texte Éducation nationale, la circulaire de 1972 qui crée de façon formelle les groupes d'aide psychopédagogique, les GAP, qui existaient avant sous différentes appellations. C'est une formalisation de différentes tentatives qui a comme conséquence de multiplier très vite. Les années 70 sont l'âge d'or et des CMPP, parce que mais ça commence un peu avant pour les CMPP, parce qu'il y a eu ce décret, cette annexe 32 qui formalise administrativement, qui réglemente ces institutions. Dans l'éducation nationale, il faut attendre 1970 pour qu'il y ait un texte équivalent. Et ces deux textes conjoints font qu'il y ait un développement institutionnel très rapide, de part et d'autre.
Alors ce que je voulais souligner, c'est qu'à partir de 1963-1970, en articulant ces deux textes, on est bien dans un mouvement de part et d'autre. On n'est plus dans une période de création qui entremêle en permanence le médico-psychologique et le psychopédagogique, pour dire les choses comme ça. On est dans des histoires institutionnelles qui se séparent. Et moi, je suis absolument persuadé, avec ce regard historique, que durant cette période, tu l'as dit d'ailleurs, on a loupé complètement une marche, côté CMPP comme côté éducation nationale, GAP et ainsi de suite, qui avait été prévu d'ailleurs à un moment, tu l'as dit Joël, que les GAP s'appuient sur les CRPP, CMPP. On a loupé cette marche d'une institutionnalisation de la relation entre les institutions externes de type CMPP et les institutions internes à l'éducation nationale de type GAP. Il y a eu l'idée, mais il n'y a pas eu d'institutionnalisation, il n'y a pas eu de texte qui oblige à cela. Et du coup, les CMPP, c'est très net avec la partie des CMPP qui n'ont jamais eu de psychopédagogue, se sont trouvés repoussés vers une logique très médicalisante. Le risque qu'ils ne réalisent pas, mais à mon avis ça ne va pas tarder, c'est que du côté médical, il y a l'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, il y a les CMP, et que certains CMP fonctionnent très très bien dans une optique, on va dire, médico-psychopédagogique, parfois mieux que certains CMPP. Donc, comme tout cela maintenant dépend de la même institution, l'Agence régionale de santé, qui est une espèce de monstruosité post-soviétique, ça risque de tourner au vinaigre. J'étais hier à Sainte-Anne à une journée de l'UPPEA, donc un des services de psychiatrie infanto-juvénile de Sainte-Anne. Je vous garantis que les discours que j'ai entendus d'une série de praticiens et praticiennes jeunes étaient absolument passionnants dans cette articulation entre une prise en charge psychothérapeutique et une problématique psychopédagogique. Ça aurait pu être tout à fait un discours de type CMPP. On n'était pas dans la psychiatrie lourde, on va dire, on était bien dans la prise en compte par la pédopsychiatrie et tous les collaborateurs des difficultés d'apprentissage des élèves. Cette UPPEA est un centre habilité référent aux troubles spécifiques des apprentissages, troubles spécifiques du langage. Voilà. Côté éducation nationale, c'est l'histoire que je vais raconter maintenant, cette non-articulation à des institutions médico-psychopédagogiques avec la force que représente l'ancrage médical quand même, on fait de ces institutions des institutions très dispersées, très isolées et très fragiles par rapport à la machinerie majeure, disons, qu'est l'éducation nationale et qui n'est pas faite a priori pour se préoccuper de problèmes psychiques. Qui n'arrête pas de se heurter à ça, évidemment, mais à l'aveugle. Voilà. Alors, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, on a raté une marche là dans cette articulation, et que du côté éducation nationale, on en paye très très lourdement le prix, on est au bord de la disparition de tout ce qui est psychopédagogique dans l'éducation nationale sur le plan institutionnel, mais que les CMPP peuvent en payer le prix dans les années à venir, au profit, si on veut, si on peut parler de profit dans ce domaine-là, du purement médical des institutions pédopsychiatriques. Alors, les GAP, donc, instituent dans l'éducation nationale le texte de 1970 et les textes ultérieurs, une circulaire de 66 en particulier, institue dans l'éducation nationale une structure psychopédagogique qui est, me semble-t-il, quelque chose d'absolument fondamental
dans la mesure où elle, à mes yeux, les GAP, puis les RACED aujourd'hui, ce qu'il en reste, symbolisent dans l'éducation nationale, institutionnalise le fait que l'éducation nationale a affaire à des enfants, et pas seulement à des élèves, comme on dit habituellement dans nos formations. C'est-à-dire que l'enfant qui arrive à l'école ne cesse pas d'être un enfant, dans toutes ses dimensions, et en particulier évidemment dans ses dimensions psychologiques, mais il ne cesse pas d'être cela, alors que les rites fondamentaux de l'éducation nationale, surtout quand on les retrace, quand on les replace dans l'histoire, les rites fondamentaux de l'éducation nationale, c'est l'effacement de toutes les singularités de l'enfant. À juste titre par certains côtés, par exemple. Un enfant dans l'éducation nationale n'est pas traité comme l'enfant de sa famille, sinon évidemment il y aurait des approches totalement inégalitaires, il est traité comme enfant, théoriquement. Et il vaut ce qu'il vaut en lui-même. Enfin, on fait comme si c'était comme ça. Mais évidemment, c'est pas comme ça, parce que l'enfant est ce qu'il est, il apporte son histoire, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, en classe, et certains sont tellement chargés de leur histoire qu'évidemment ils sont totalement incapables d'entrer dans les rites scolaires, sans même parler de devenir élève d'ailleurs. Donc l'existence d'institutions de type psychopédagogique dans l'éducation nationale me semble intéressante en ce qu'elle symbolise, signifie ce phénomène fondamental que toute l'institution éducation nationale, instruction publique autrefois, a une espèce de propension interne à marginaliser, à éjecter au profit d'une approche de la pure instruction, comme disent beaucoup de gens maintenant. C'est pas nouveau du tout, évidemment. Alors, cet isolement des GAP, ce non-appui sur des structures extérieures de type, justement, médico-psychopédagogique, font qu'on pouvait s'attendre. Alors, la crise, avec ses problèmes gestionnaires, a aggravé, radicalisé tout cela, mais on pouvait s'attendre dès lors à ce que cette institution, cette myriade de micro-institutions plutôt, isolées les unes des autres, et isolées de tout, d'une certaine façon, sinon des écoles, et du mal à survivre. Alors, effectivement, au fil des années, on peut souligner une dégradation progressive de cette implantation d'institutions psychopédagogiques dans l'éducation nationale. Quelques dates sont... Il y a une période qui est un âge d'or, je le redis, c'est la période qui va de 1970 avec cette réglementation qui autorise les différentes autorités académiques mais aussi municipales. Certaines municipalités demandent la création de structures de ce type durant cette période, ce qui fait que leur implantation est très variable, d'ailleurs un peu chaotique. C'est des décisions et de certaines autorités académiques favorables et de certaines municipalités ou collectivités qui sont également favorables et qui demandent, exigent. On a bien une floraison institutionnelle, un développement des formations internes à l'éducation nationale également durant cette période-là. Les choses commencent à tourner au vinaigre au début des années 80, par conjonction, à mon avis, de l'arrivée de la gauche au pouvoir et de la crise économique. La première attaque, claire, elle vient de quelque chose qui est très très méconnu maintenant. C'est un arrêté de 1984 qui réforme les options qui définissaient l'enseignement spécialisé, les rééducateurs, psychopédagogues que vous avez évoqués, ou psychomotriciens qu'on trouvait dans les GAP, étaient des enseignants spécialisés, en surformation d'ailleurs, et un décret de 1984 transforme les différentes options du CAEI. Ces différentes options étaient censées
elles étaient significatives, leur formulation était significative. Et une des options, c'était réadaptation psychopédagogique. Il y avait une option déficient intellectuel, il y avait des options du côté des handicaps sensoriels et moteurs, et toutes les appellations étaient très explicites, c'est-à-dire que les personnes extérieures non informées comprenaient, quand ils avaient les outils intellectuels pour comprendre tout du moins, mais comprenaient assez précisément ce dont il était question. Et les personnes qui entraient dans ces logiques-là savaient ce dont il était question. À partir de ce décret de 1984, les appellations changent et on en arrive à celles qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, des appellations sous forme de lettres. A, B, C, D, E, F. On devient maître A, maître B, maître C, maître D, et ainsi de suite. Et non pas de G, justement. Oui, oui. Je vais y revenir. A, B, C, D, E, F. Ce qui évidemment ne veut plus rien dire. Ça a l'avantage de ne plus vouloir rien dire. Moi j'ai vu des stagiaires arriver dans le centre de formation dans lequel je travaillais qui s'étaient trompés de lettres. Vraiment. Mais plusieurs fois, c'est arrivé plusieurs fois, parce que si on ne fait pas un effort pour s'informer vraiment sur ce qu'on tente de rumeurs, forcément avec des appellations aussi insensées au sens littéral du terme, on peut assez facilement se tromper. Bon, je vois que vous êtes au courant de ces sens parce que vous avez tout de suite repéré que je n'avais pas dit G. Mais ce n'était pas du tout un oubli de ma part. Alors, dans le décret de 1984, il y a aussi, bon, pour l'essentiel, les autres options restent, mais il y a une simplification. Et une simplification que l'on peut considérer comme l'enclenchement d'un mouvement de déspécialisation de l'enseignement spécialisé, proprement dit d'ailleurs. C'est autre chose que la psychopédagogie, mais on va se mettre à tout mélanger, on commence à tout mélanger, des troubles très profonds et des troubles moins profonds par exemple, sous prétexte de simplification. Mais quand on veut simplifier les choses, la simplification a toujours un caractère destructeur pratiquement. C'est la complexité qui est porteuse et ainsi de suite. Bon. Alors effectivement, il n'y a pas d'option G encore. L'option du CAEI, réadaptation psychopédagogique, disparaît totalement et n'est remplacée par rien dans cet arrêté de 1984. Alors moi je suis arrivé dans les formations dans cette période-là, et on est dans une situation totalement surréaliste, parce que, comme on en connaît souvent dans l'enseignement spécialisé d'ailleurs, c'est-à-dire que les GAP existent toujours, ils s'appellent toujours GAP, d'ailleurs ils ne sont pas supprimés, donc les fonctions et les postes de RPP, RPM, rééducateur en psychopédagogie, rééducateur en psychomotricité, existent toujours, les formations existent toujours. Moi je suis entré dans ces formations en formant des rééducateurs en psychomotricité. Il m'a fallu d'ailleurs un certain temps pour réaliser que je travaillais dans un milieu institutionnel. C'est-à-dire qu'on était là, j'étais embauché d'ailleurs pour ça quand même. Et on faisait passer, enfin on avait une formation lourde, c'était un an à temps plein. On faisait passer des examens et on attribuait des certifications, mais tout cela en dehors de tout cadre réglementaire. Voilà. Le CAEI est remplacé en 1987 par un nouvel examen qui s'appelle le CAPSAIS, encore plus compliqué. Le CAEI, certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée, on peut critiquer la notion d'enfance inadaptée, mais certificat d'aptitude pédagogique, je ne sais même plus d'ailleurs ce que ça veut dire. Oui. Adaptation et intégration scolaire, ça commence. Maintenant c'est KPSH, c'est encore plus délirant et plus difficile à suivre. Ouais. Je me souviens du bureaucrate qui était venu à nous expliquer, nous, centres de formation regroupés, enfin convoqués à Paris, et sans le moindre droit à la parole. Pourquoi le changement? Parce que la réponse de ce jeune technocrate énarque, manifestement, c'était « il faut bien changer ». Voilà.
j'avais pas bien perçu que c'était une entreprise de destruction. Quand on attaque les mots, on attaque aussi ce que les mots désignent. Et pour les sigles, c'est la même chose. Cette création du CAPSAIS en 1987 va avec une nouvelle circulaire qui définit les options du CAPSAIS. C'est les mêmes que celles du CAEI, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de G. Il faut attendre et là on commençait à s'inquiéter sérieusement dans les centres de formation, il faut attendre le janvier 88 pour avoir un nouveau, c'est pas décret, c'est un arrêté, je crois, qui définit enfin l'option G. Alors avec une appellation, évidemment, option G, ça ne veut pas dire psychopédagogie. L'appellation des maîtres G en 88, c'est enseignants spécialisés chargés de rééducation. Point. Et le mot psychopédagogie n'a pas disparu par hasard, évidemment. Rééducation, ça ne veut rien dire. Ça évoque même plus ou moins un camp de rééducation. C'est pas très honorable, c'est difficile à défendre comme positionnement. Même si les rééducateurs, encore aujourd'hui, leur fédération s'appelle Fédération nationale des associations de rééducateurs de l'éducation nationale, ils ont entériné la disparition de la référence psychopédagogique dans leur propre appellation, tout en s'y tenant en interne, mais pour se conformer au modèle institutionnel, cela a disparu. Et d'une certaine façon, c'est dommageable, je pense, avec le recul, qu'ils n'auraient pas dû, ils auraient dû toujours faire référence à l'idée psychopédagogique, parce que c'est cette idée qui fonde leur existence. Avec la réforme, un peu plus tard, avec la réforme du CAPASH, l'appellation des rééducateurs change encore. On passe d'enseignants spécialisés chargés de rééducation à enseignants spécialisés chargés des aides spécialisées à dominante rééducative. Alors on entre dans le grand flou qui permet tout et n'importe quoi. Autre remarque, c'est que dans ces textes, la notion qui devient la nouvelle notion cardinale, qui est encore celle présente aujourd'hui, c'est la notion d'aide spécialisée. Or, cette notion d'aide spécialisée n'est jamais définie. On fait comme si ça avait un sens, mais rien n'est dit dans aucun texte sur ce qui fait de ces aides spécialisées, pas des aides ordinaires, mais des aides spécialisées. L'évolution est parachevée d'une certaine façon en 1990 par un texte réglementaire qui transforme les GAP, parce qu'au départ ça s'appelait quand même encore GAP, en RASED. Alors il y a différents points institutionnels qui ne sont pas tout à fait contestables. Il y a manifestement une reprise en main destinée à resignifier que ces GAP devenus RASED sont bien des institutions internes à l'éducation nationale. Un certain nombre de GAP avaient dérivé et se positionnaient comme centre d'hygiène mentale dans l'éducation nationale. C'était un peu bizarre quand même. Il y avait des refus d'inspection. Bon. Ils sont tous enseignants. Même les psychologues scolaires sont des professeurs des écoles. D'abord, et obligatoirement, et encore aujourd'hui. Alors certains ont du mal avec ça, et donc le texte sur les RASED, c'est un peu un retour de bâton par rapport à ça. Mais c'est aussi, évidemment, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, un texte qui efface la référence psychopédagogique, qui parachève et entérine la coupure absolue avec les CNPP, donc, autrement, et sans du tout définir ce qu'est cette aide spécialisée, sinon qu'elle est donnée par des enseignants spécialisés, mais ça c'est une autre histoire, plus ancienne d'ailleurs et très différente de celle du mouvement psychopédagogique. À partir de là, il ne reste plus qu'à tirer le tabouret, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vidé et dans la dénomination des personnes, et dans les certifications, et dans l'institution elle-même, où on a vidé tout cela
de sa référence théorique fondamentale qu'est l'idée psychopédagogique, d'abord on fragilise toutes ces personnes qui ne savent plus très bien comment se définir, qui ont un peu de mal à se définir, et on les rend mal inscrits dans l'institution éducative, qui n'est pas du tout psychopédagogique globalement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, à partir des années 1980, on va voir ces postes, en général, il y a quelques oscillations, diminuer progressivement. Et puis en 2008, on passe aux attaques massives de la droite. Il y a eu un changement de gouvernement récemment, mais si on prend un peu le recul, les RASED étaient devenus un enjeu pendant la campagne présidentielle, puisque ça a été évoqué au cours d'un des débats Hollande-Sarkozy. Ceci dit, Vincent Peillon, quand il a pris ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale, a entériné, quoi qu'il en dise, les 2500 suppressions de postes RASED décidées par son prédécesseur Luc Châtel pour la rentrée 2012. Ça a été bien supprimé effectivement. Il en a recréé. Alors moi j'avais estimé au départ, vu les 1000 postes, qu'il y avait peut-être quelques centaines de postes RASED recréés, mais pas du tout. Il a fini par dire, Peillon lui-même a fini par donner le chiffre exact. Il y a eu 107 postes créés, c'est-à-dire suppression de postes. Ce n'est pas des nouveaux postes, c'est des postes qui n'ont pas été supprimés. Sur 2500, 107, ça donne probablement, hélas, la mesure de l'investissement de la gauche gouvernante dans la défense d'institutions de type psychopédagogique. Actuellement, on est très inquiet parce que le rapport sur la refondation de l'école ne touche absolument pas un mot des RASED. Une des idées qui s'impose du côté des aides aux élèves en difficulté, qui semble s'imposer, c'est le maître surnuméraire, qui est probablement l'idée la plus stupide qu'on puisse imaginer, et qui risque fort de servir de prétexte pour la suppression, alors cette fois définitive, des RASED. Donc on est bien dans l'éducation nationale menacé d'une fin de cette histoire de la psychopédagogie dans l'éducation nationale. C'est à mettre en relation avec un mouvement global où on voit de plus en plus, vous le voyez dans les CNPP, une externalisation de toutes les difficultés scolaires de l'éducation nationale. Dès qu'un monde un peu de travers, c'est plus ça ne relève plus de l'éducation nationale. D'une part, on l'étiquette handicapé, et d'autre part, on l'envoie vers vous, vers tout et n'importe quoi. Mais voilà. Les difficultés d'apprentissage de la lecture, ce n'est plus des difficultés de l'apprentissage de la lecture, c'est de la dyslexie. Donc, c'est pas. Autrement dit, le rôle des enseignants, ça devient d'apprendre à lire à ceux qui apprennent à lire sans aucun problème. C'est quand même un peu surréaliste.